mesdames. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup d'être là. Je voulais peut-être vous dire quelques mots à l'issue de ce 7e sommet de la communauté politique européenne et après le conseil informel que nous avons tenu hier entre Européens. Écoutez, d'abord, je suis très heureux de voir cette communauté politique européenne qui avance, qui se structure. Je le disais, c'est le 7e sommet. Les sommets à venir sont planifiés. Il y a maintenant un secrétariat permanent et on a pu consolider une série d'initiatives qui sont le fruit de cette communauté politique européenne et au fond dont le premier objectif c'est de protéger les Européennes et les Européens et donc aussi les Françaises et les Français, en particulier dans des sociétés où on le voit bien, et ça a été au cœur de nos discussions pendant ces 2 jours, où la menace est de plus en plus hybride, où on est dans un monde de confrontation et où la résilience de nos sociétés, leur capacité à résister aux attaques cyber, aux fausses informations, à toute forme de trafic qui peuvent participer de la conflictualité contemporaine est très importante. Ces dernières années, nous avons pu, dans le cadre de la communauté politique européenne, d'abord structurer des coopérations en matière de lutte contre les attaques cyber. On a créé des centres communs dans les Balkans, on a créé des initiatives communes, une réserve au sens de la mobilisation des compétences entre Européens. Et donc on a structuré cela et on a maintenant d'ailleurs passé le hub que nous avions créé dans les Balkans au statut de hub international avec des moyens qui permettent de lutter contre les attaques cyber. Nous avons également défini des méthodes communes, des coopérations entre membres de la communauté politique européenne pour lutter contre les ingérences étrangères et la désinformation. Et nous avons lancé aujourd'hui, en coprésidence avec la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, une initiative de coopération en matière de lutte contre les trafics de drogue. Parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'agir au niveau de l'Europe tout entière, du Caucase aux Balkans en passant jusqu'au nord de l'Europe, pour éradiquer véritablement ces trafics de drogue, à la fois parce que ce sont des sujets organisationnels des navires et autres qui y participent, ensuite parce qu'il y a une innovation permanente sur le plan technologique de ceux qui utilisent ces chemins, et enfin parce qu'il y a une innovation aussi en termes de molécules. Et donc on a pris plusieurs initiatives très concrètes, y compris d'ailleurs à l'égard des transporteurs ou des ports européens, qui fera le suivi du lancement de cette coalition. Ça, c'est pour vous parler de la communauté politique européenne, de ce qu'elle produit de manière concrète. Évidemment, le premier sujet qui a été au cœur de nos échanges, hier comme aujourd'hui, est l'Ukraine. Nous avons réaffirmé, on a pu le faire dans un format plus restreint aussi avec le président Zelensky, notre soutien à l'égard de l'Ukraine, notre volonté de continuer à apporter un soutien concret en matière de défense solaire, en matière de drones, en matière aussi de missiles de longue portée, dans un moment où, vous l'avez vu la semaine dernière, les États-Unis d'Amérique se rapprochent de notre position et affichent un soutien beaucoup plus clair à l'Ukraine et une confiance à l'égard de l'armée ukrainienne et de ses forces de résistance. Et donc en la matière, nous avons réaffirmé ce soutien, ces capacités. Nous avons aussi collectivement travaillé, et nous aboutirons dans 3 semaines sur ce projet, c'est donner de la visibilité financière à l'Ukraine à travers les propositions qui ont été faites par la Commission. Dans le même cadre, afin d'obtenir la paix, parce que c'est notre objectif, nous voulons accroître la pression sur la Russie pour la convaincre de revenir à la table de négociation. C'est le sens du 19e paquet de sanctions qui a été pris par la Commission. C'est le sens aussi d'une étape supplémentaire que nous franchissons dans la lutte contre la flotte fantôme. Il y a environ 800 à 1000 bateaux qui opèrent dans le cadre de cette flotte fantôme, sous pavillon souvent approximatif, dirais-je, et qui contribuent à l'effort de guerre russe, puisqu'ils financent 35 à 40% de l'effort de guerre de la Russie. Et donc on a pris ces dernières années beaucoup de mesures contre cette flotte fantôme, des sanctions, on les a élargies au-delà de l'Europe, c'était d'ailleurs, si vous vous en souvenez, un des acquis de la communauté politique européenne à Blenheim. Là, nous avons décidé de passer un pas en allant vers des politiques d'entrave, quand dans nos eaux, on a des bateaux suspects qui participent de ces trafics, et donc pour réduire évidemment la capacité de la Russie à continuer de se financer par ce biais et de financer son effort de guerre. Et donc nous allons continuer là aussi de coopérer de manière très concrète. Dans les prochains jours, nos chefs d'état-major, en coordination avec l'OTAN, dans le cadre de la coalition des volontaires, se réuniront pour bâtir des actions communes dans les prochaines semaines pour avoir cette politique d'entrave à l'égard de la flotte fantôme. Ça, c'est sur l'Ukraine qui a été le cœur de nos discussions. L'autre
grand sujet de discussion était évidemment la sécurité des Européens au sens large. On en a parlé hier dans un cadre strictement Union européenne, on en a reparlé aujourd'hui, parce que je crois que tout le monde voit, je vous l'ai rappelé hier en arrivant, nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte toute la palette de jeux de l'hybridité pour venir nous bousculer. Des drones, aux avions qui arrivent dans l'espace aérien, aux attaques cyber, aux attaques informationnelles, ce que nous avons vécu aussi devant plusieurs mosquées françaises avec des vraies provocations et des attaques, tout ça, c'est la Russie derrière. En plus, évidemment, des actes de guerre que nous voyons en Ukraine, ou de l'hybridité en poussant des migrants à la frontière polonaise. Tout ça se passe en ce moment chez les Européens. Et donc face à ça, nous avons vraiment acté d'abord de monter notre seuil de réaction, d'être là, de nous coordonner très étroitement avec l'Alliance, mais en tout cas de consolider la défense européenne. Solidarité de tous les Européens, réponse qui sera organisée à chaque incursion de drones, et évidemment les procédures qui seront suivies. Mais nous réaffirmons ici notre volonté de préserver l'intégrité de l'espace européen. Au-delà de ça, nous voulons continuer de monter l'investissement dans la défense européenne. Et c'est en cela que le programme d'e-Safe est extrêmement important, parce qu'il permet de financer justement cet effort, d'acquérir davantage de matériel, mais aussi de produire, d'innover. Et c'est pour ça qu'en européen, nous souhaitons faire davantage et nous organiser de manière très structurée. Ça a été le cœur de notre discussion hier après-midi. Cette communauté politique européenne a également permis de réaffirmer notre soutien à la Moldavie. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés, mais nous avons été soutenir la présidente Maia Sandu, qui était confrontée, elle aussi, à des attaques informationnelles et même davantage dans le cadre de son élection. Les pro-européens ont gagné cette élection, mais la pression russe continue de s'exercer. Et donc nous avons pu nous réunir pour voir les prochaines étapes, à la fois de l'élargissement de notre Union européenne à la Moldavie, mais également de son soutien face à ces attaques informationnelles et aux déstabilisations. Et puis, évidemment, j'ai pu avoir une série d'échanges bilatéraux à l'occasion de cette communauté politique européenne qui ont permis d'avancer sur l'agenda avec plusieurs pays, mais on pourra le revenir dans le cadre de vos questions. Je veux ici conclure mon propos en redisant tout le soutien du peuple français et de la France à l'égard du peuple britannique. En ce jour, qui est en plus très symbolique, l'attaque terroriste de Manchester est une nouvelle fois preuve que notre Europe est victime de cette folie terroriste et de l'antisémitisme. Et je veux redire vraiment au Premier ministre Starmer, au peuple britannique, tout notre soutien, redire aussi à la communauté juive en Grande-Bretagne, mais partout en Europe, l'engagement de tous les dirigeants européens dans cette lutte contre tous les actes antisémites, évidemment les attaques terroristes, mais ces actes quels qu'ils soient. Monsieur le Président, est-ce pour illustrer votre politique d'entrave que le navire auprès de Saint-Nazaire était arraisonné ou y avait-il des preuves? C'est exactement pour illustrer cette politique. Il y avait des soupçons et il y a donc eu une action de notre marine. Celle-ci a fait face à des comportements inappropriés et extrêmement agressifs à l'égard de notre frégate et des hélicoptères qui avaient été déployés et qui ont justifié ensuite l'ouverture d'une enquête et donc d'une action judiciaire. Après les raisonnements de plusieurs navires par les forces israéliennes, considérez-vous qu'il faut convoquer l'ambassadeur d'Israël à Paris? Considérez-vous que la flotte peut continuer sa route vers Gaza dans ces conditions? Nous demandons que toutes les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés, comme il se doit. Et donc nous suivons de manière extrêmement étroite cette situation avec nos partenaires européens qui sont concernés, en particulier l'Italie et l'Espagne. Nous sommes très attentifs, nous demandons à ce que tous nos compatriotes qui ont fait ce choix, qui est un choix d'engagement, face à une situation que nous avons nous-mêmes dénoncée de la manière la plus officielle et face à laquelle nous agissons et nous voulons continuer d'agir, que nos compatriotes soient protégés. Et donc nous suivons cela en fonction de l'évolution, nous prendrons les dispositions qui conviennent. French Special Forces has boarded a ship which are considered to be linked to the drone incursions in Denmark. Can you share with us a little bit? I'm very cautious because our services and our justice are still working, but obviously as soon as we will be perfectly sure about the nature of the information, we will be follow up and
our Danish friends and your Prime Minister and your services will be the first one to be informed. I don't exclude it at all, but I cannot here attribute very clearly and establish a clear link between these two phenomena. But I want to reiterate my full support after this drones attacks and this destabilization, and I think we are all in total solidarity, and this is why, by the way, we cooperate for the security of the summit. Mr. President, the Council says there isn't steps taken by Azerbaijan and Armenia towards the peace agreement. I am extremely happy by the agreement signed in Washington. We completely back this agreement. You know that we always backed the international law. I saw this morning Prime Minister Pashinyan, and I saw this afternoon President Aliyev, and France will accompany this process, and we do hope that after the paraf we will have a full-fledged signature with all the different steps toward the total normalization in the region and total normalization with the other neighbors. Pardon? Je ne répondrai à aucune question nationale. Je vous assure. Non, mais je ne répondrai à aucune question nationale, ça n'aurait aucun sens depuis Copenhague. Il y a beaucoup de règles d'engagement à définir quant à l'espace aérien européen. L'OTAN a déjà établi des règles d'engagement claires en ce qui concerne les drones. Et donc là, c'est très clair, quand un drone n'est pas identifié, viole un espace aérien, les pays sont totalement habilités à le neutraliser. Pour ce qui est des avions, nous connaissons les règles, elles supposent de se coordonner. Il faut que ces règles soient clairement établies, réétablies et lisibles, donc il ne faut pas de surprise. Et il se peut que dans des erreurs, des opérations, il y ait des violations d'espace aérien momentanées. À ce moment-là, ça se déconflicte avec le pays d'origine et le pays dont c'est l'espace aérien. Mais lorsqu'il y a une violation établie, il y a des mécanismes d'escorte. Enfin, je ne veux pas ici rentrer dans les détails, mais là, visibilité, ligne de déconfliction. En tout cas, la politique est simple. Nous ferons respecter nos espaces aériens et nous ne serons jamais, nous, dans l'escalade. Mais ne pas être dans l'escalade ne veut pas dire être faible. Mr. President, you didn't seem very convinced yesterday on the idea that a drone war should be prioritised. The EU has said that it wants to prioritise that and sort of Eastern Flank Watch. Do you think the priority should be elsewhere? No, I think drones and anti-drone systems are a top priority in the war in Ukraine and for our own securities. And the recent events are the perfect illustration of that. At the same time, I think we have to be very clear with our people. There is no Iron Dome for Europe. There is no wall and perfect wall, drone wall for Europe. We speak about a more than 3,000 kilometers border. Do you think it's totally feasible? The answer is no. We have to scale up our capacities. We have to innovate. But we need a full-fledged approach, which is a strategic concept. You have to deter your enemy. And deterrence capacities are key. Because the best drone wall is to convince your enemy that his interest is not to send any drone to you. So No. But it's just, you have to calibrate, and this is a complementarity between all these initiatives. So you need to coordinate the deterrence capacities of the different countries. You have clearly to equip the Europeans on an aggregated approach with ballistic capacities and long-range capacities. It's part of the deterrence as well, on the conventional part. Third, we need early warning systems. It's one of the things which were missing in the recent operations. And fourth, you need anti-drone capacities and drone capacities. So this is a full-fledged approach. It's not one single concept which will fix this issue. But what is clear is we are in a permanent confrontation. We have more and more hybridity, and the innovation and drones are key players in the war of our times. Qui va payer pour tout ça? Est-ce qu'il faut dette commun encore? Alors, d'abord, les budgets de chaque pays augmentent pour l'effort de guerre. Vous l'avez vu, la France aura doublé en 10 ans son budget de défense. Mais nous sommes tous en train d'augmenter nos budgets. Ce sont des responsabilités nationales. Je me félicite qu'on ait une meilleure coordination européenne. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avions lancé avec l'Allemagne lors de nos présidences successives. Parce que tout ça vient s'inscrire dans la boussole stratégique. Rappelez-vous que nous avions coordonné à travers nos deux présidences et qui a défini les grands concepts, les grandes menaces à horizon 2030. Et donc là, on met ensemble des capacités nouvelles d'endettement qui viennent abonder les achats nationaux. Je suis très favorable à ce que nous ayons plus de programmes capacitaires en européen. Et lors des débats que nous aurons sur le budget européen,
il est très clair que la défense et la sécurité devront être au cœur de nos nouvelles priorités. On a besoin d'une Europe qui investisse beaucoup plus dans ses capacités communes de défense et dans ses innovations. Ce que j'ai dit par exemple sur les systèmes d'early warning ou de drones, on a des capacités qui existent. Si on veut passer à l'échelle, il faut un budget européen. En matière spatiale, en matière cyber, en matière aussi maritime, qui sont les nouveaux espaces de conflictualité, il faut une politique européenne plus forte. Donc la réponse est oui. Le principe sur l'utilisation des avoirs russes, le principe est acté, maintenant ce sont les modalités à définir. Alors, je redis ici de manière très claire, nous respecterons le droit international, parce qu'il en va de la crédibilité des Européens et de l'attractivité de l'Europe. Et le Premier ministre belge a totalement raison de rappeler toujours ces règles-là. L'Europe, ce n'est pas un continent où on peut d'un seul coup prendre possession des avoirs d'une banque centrale de qui que ce soit. On respecte la loi internationale. Par contre, ces actifs gelés feront partie de la solution à la fin de cette guerre, parce que la Russie aura créé beaucoup de dommages et créé beaucoup de coûts pour tout le monde. Ce qui est proposé par la Commission, c'est une innovation, si je puis dire, juridico-financière, qui permet de donner de la visibilité à l'Ukraine en respectant le droit international et ses règles, et en ayant une garantie ou du budget de l'Union ou des États membres, sont des techniques qui sont à discuter. Et donc c'est ces techniques sur lesquelles on va travailler dans les semaines à venir. With the IDS operation that happened yesterday against the Gaza flotilla, could you comment on that? It joins the question of your colleague. We will be extremely clear that nothing can justify any operations which will be not compliant with international law. And the security of our compatriots and all the civilians who were on these different boats has to be totally respected. And so we are assessing the situation, we are following very carefully the situation, and we will have a coordinated answer with our colleagues from Spain and Italy if there is any unacceptable behavior. Any pressure for the... Je ne l'ai pas qualifié parce que nous sommes en train de regarder les faits tous ensemble. Merci beaucoup, je vais devoir y aller. Merci beaucoup à tous. Ça veut dire que je rentre à Paris. Merci à vous. Merci.